Tendance première. Il est fan absolu de carnet rose, évidemment. Les naissances, et il en connaît un bout, évidemment. Mais naissances dans des parcs zoologiques. Bonjour François Verhegen. Bonjour. Professeur de zoologie à l'U-Liège, créateur de la chaîne YouTube Science Bestiale. Et c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Oh oui, cet été, sur les réseaux sociaux, nous avons été inondés de magnifiques images postées par les parcs animaliers. Et rien qu'en août, début août, c'est un rhinocéros indien qui a vu le jour au zoo de Plankendal. À Paradise, on a à peine eu le temps de sécher nos larmes suite au décès d'une girafe en gestation qu'on célébrait déjà la naissance d'un éléphanteau d'Asie, puis dans la foulée, celle d'un manchot royal. Chez nos voisins, c'est le service communication du zooparc de Beauval en France qui célébrait la naissance d'un tatou albinos, une première en Europe, annonçait-il. En août, toujours, mais cette fois au parc néerlandais de Beeksbergen, c'est la naissance d'un okapi qui a fait les joies des soigneurs et de la direction. Dans les communiqués de presse, toutes ces naissances sont accompagnées de superlatifs très rares, exceptionnels, extraordinaires, miraculeuses. Une victoire pour cette espèce, peut-on régulièrement lire sous une forme ou une autre dans tous ces communiqués. Le parc safari néerlandais explique par exemple que la naissance de l'okapi s'inscrit dans le cadre du programme de gestion de cette espèce menacée d'extinction. Un programme qui a pour objectif de créer dans les zoos des populations de réserve pour les espèces menacées comme l'okapi. Même son de cloche du côté de Paradise, l'éléphant d'Asie est une espèce classée comme en danger par l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui estime donc que l'espèce risque de disparaître à court ou moyen terme. Cette naissance est donc, selon le parc, une bonne nouvelle pour la sauvegarde de l'espèce. De son côté, le zoo de Plankendal affirme que la naissance de son petit rhinocéros indien est une précieuse contribution au programme de préservation de cette autre espèce vulnérable. On le voit, avec ces différents exemples, les parcs zoologiques ne se limitent plus au simple divertissement. Leurs missions ont considérablement évolué au point qu'on leur reconnaît aujourd'hui 4 missions majeures. Premièrement, une mission d'éducation, qui est poursuivie par les zoos à l'aide de divers panneaux d'information, des animations, ateliers, des visites guidées et toute une série d'actions qui visent à promouvoir une prise de conscience écologique, en particulier chez les enfants. 2. Les jardins zoologiques sont aussi des lieux de recherche, souvent en partenariat avec des universités. Certaines recherches sont d'ailleurs impossibles à réaliser en milieu naturel, alors les parcs offrent la possibilité d'étudier les comportements, la reproduction, la nutrition, la cognition des espèces captives. Pour certaines espèces, le maintien en captivité est parfois la seule option de survie, faute d'habitat naturel sécurisé. Donc une troisième mission des zoos modernes consiste à mettre en place des environnements adéquats pour ces animaux-là, en veillant à stimuler les comportements naturels et offrir des soins vétérinaires et diététiques. Et enfin, la dernière mission, c'est celle que vous avez sans doute devinée avec mes exemples de petites naissances, la préservation des espèces menacées. Les zoos participent activement à la sauvegarde des espèces en danger via des programmes de reproduction en captivité, la constitution d'une banque génétique pour maintenir la diversité et, je vais le dire très vite, des projets de réintroduction dans la nature. Les parcs zoologiques, des institutions d'utilité publique donc. Non, j'irai pas jusque-là, moi, car il y a bien sûr un éléphant au milieu du couloir. Pour beaucoup de ces zoos, ce sont avant tout des entreprises qui doivent être rentables. Mais c'est pas dans cette direction que je souhaite aller pour cette chronique. Je veux pas non plus aujourd'hui aller dans la direction du bien-être animal, même si en tant qu'éthologue, je me questionne sur cette notion de bien-être lorsque l'on sait à quel point les grands carnivores terrestres et marins s'adaptent très mal à la captivité. Je me questionne aussi lorsque je lis les chiffres officiels de celui qui se revendique meilleur parc zoologique d'Europe. 7000 animaux appartenant à 800 espèces sur seulement 75 hectares. Ah, bravo. De même, on peut se demander s'il y a matière à s'égosiller en annonçant que la colonie de manchots royaux s'est agrandie et compte à présent 7 individus, quand on sait l'importance des interactions sociales pour cette espèce dont les colonies sauvages en comptent des milliers. Non, aujourd'hui, ce qui me fait réagir, c'est la communication associée aux naissances. On s'émerveille quand un petit rhinocéros, panda ou chimpanzé naît dans un zoo. C'est mignon, c'est spectaculaire et les parcs zoologiques n'hésitent pas à le rappeler. Ces naissances, ce ne sont pas que des heureux événements, ce sont aussi donc des actes de conservation. L'idée est simple, créer une population de réserve, une sorte de plan B au cas où la nature s'effondrerait sur eux. En cas de catastrophe, on aurait des animaux disponibles pour relancer l'espèce dans le milieu naturel. Mais sur le terrain, la réalité
elle est moins idyllique, car la plupart de ces animaux nés en captivité n'auraient que très peu de chances de survivre s'ils étaient relâchés. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils n'ont pas grandi dans des conditions sauvages. Ils n'ont jamais appris à chasser, à se protéger, à interagir avec leurs congénères libres. Pire encore, ils peuvent transporter des virus ou des bactéries acquis en captivité et les répandre dans la nature. Pour reprendre les mots du collègue Johan Michaud, spécialiste des espèces menacées, ces animaux sont de véritables bombes à contamination. Autre souci à épingler, la consanguinité. Même s'il arrive que les zoos échangent leurs animaux pour diversifier les lignées, la richesse génétique reste très limitée. Résultat, ces populations captives sont fragiles, peu capables de s'adapter à un environnement naturel imprévisible. En captivité d'ailleurs, un ours polaire devient plus gros et gras et perd les compétences associées à la recherche de sa nourriture. D'autres animaux développent des troubles comportementaux comme des balancements de la tête ou des déplacements stéréotypés. Observez vous-même les grands félins tournés en rond dans une cage exiguë. Ces animaux stressés ne seront jamais relâchés. Jamais. Alors bien sûr, il existe des projets de réintroduction pour certaines espèces, mais pas nécessairement celles qu'on vous présente dans les belles vidéos postées sur les réseaux. Ce sont des opérations extrêmement complexes, encadrées par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Avant de relâcher un animal, on doit vérifier son patrimoine génétique, sa santé, son comportement et s'assurer évidemment un suivi sur une longue durée. Or, beaucoup de projets de réintroduction ont souffert d'un suivi insuffisant, même si ça semble s'améliorer selon les experts. À chaque naissance, l'effet d'annonce, lui, il est là. La campagne de communication bat son plein, les tickets d'entrée se vendent mieux, mais derrière, ça ressemble plus à du greenwashing qu'à un véritable engagement pour la sauvegarde des espèces menacées. Pour une espèce, non, la meilleure stratégie restera toujours d'agir à la source, c'est-à-dire protéger son milieu de vie naturel. Il faut investir dans la lutte contre le braconnage et le trafic d'animaux sauvages. Il faut renforcer la surveillance des zones protégées, ainsi que préserver et restaurer les habitats naturels en limitant la déforestation, l'urbanisation sauvage ou l'agriculture intensive. On peut aussi connecter les zones protégées entre elles pour éviter l'isolement des populations. Et surtout, il faut travailler avec les communautés locales, les soutenir pour qu'elles trouvent d'autres sources de revenus. Une espèce ne survit que si les humains qui partagent son territoire en tirent aussi un bénéfice. Bref, investir dans la nature elle-même, là où les animaux vivent, parce qu'un animal né derrière des barreaux dorés n'est jamais tout à fait prêt à retrouver la liberté. Oui, et puis on a eu quand même un taux de mignonnerie assez élevé. C'est élevé cet été, mais c'est la période des vacances. Oui, mais pas forcément des actifs. Par contre, il y a beaucoup d'associations qui sont sur le terrain même, qui reprennent des animaux... qui sont peut-être moins médiatisés, qui sont terriblement moins médiatisés. Terriblement moins. Alors, chapeau par exemple à Natagora et les multiples programmes de réinsertion d'espèces qu'ils pratiquent. Effectivement, ça ne fait pas autant d'effets sur les réseaux sociaux, mais leur rôle est là, bien réel, et je dirais loin d'être anecdotique par rapport à ce que l'on peut voir ailleurs. L'été fini. C'est fini, ces communications, c'est terminé, François Varegal. Ça n'existe pas. Vous n'allez plus avoir le sûr comme ça.